peut le résumer en une formule, faire mieux ou plus avec moins d'hommes. 50 000 postes environ seront supprimés, un matériel plus performant et une priorité, le renseignement. Benoît Chaumont. Voici les images de l'arrestation des pirates somaliens qui ont enlevé l'équipage du Ponant. Une opération des forces spéciales en Somalie téléguidée d'une base militaire française grâce à un satellite espion. C'est dans ce type de système qui permet de voir et d'entendre partout dans le monde que l'armée va investir. Le renseignement devient la nouvelle priorité stratégique de l'Elysée. Son budget va doubler pour atteindre 700 millions d'euros. J'ai décidé d'un effort massif d'investissement sur le renseignement, notamment d'origine spatiale, et qui bénéficiera aussi bien aux chefs militaires qu'aux décideurs politiques. Un monsieur renseignement va également être nommé. Il s'agit de Bernard Bajolet, ancien ambassadeur à Alger et à Bagdad. Il sera les grandes oreilles de l'Elysée. Jusqu'à présent, c'était le Premier ministre qui avait la main sur les services. En tant que chef des armées et en tant que président de la République, il a besoin d'une capacité stratégique de savoir ce qui se passe dans le monde. C'est comme le président des États-Unis. Aux États-Unis, vous avez des dizaines de milliers de personnes qui travaillent pour un homme, pour le président, pour qu'il soit informé tous les matins sur un papier qui fait 2 pages et qui lui dit tout ce qui se passe dans le monde. Parmi les autres investissements, la création d'une académie pour former les espions ou encore l'achat d'un système d'alerte avancé pour détecter les départs de missiles balistiques ennemis. Le renseignement militaire érigé en priorité, on en parle tout de suite, on va plus loin avec Pierre Servan, journaliste, officier de réserve, bonjour. Bonjour. On entendait là, dans ce reportage, finalement la réponse à une critique du Parti Socialiste aujourd'hui qui dit attention, concentration du pouvoir présidentiel. Il y a la création de ce Conseil national du renseignement sous l'autorité du président. Est-ce que vous y voyez vous aussi une concentration du pouvoir présidentiel ? Non, je pense que c'est pas anormal que le président de la République, qui est chef des armées, c'est constitutionnel, ait tous les moyens, je dirais, pour savoir ce qui se passe de l'autre côté de la table, dans la partie adverse. Le renseignement, l'avantage du renseignement, c'est que c'est un réducteur d'incertitude dans un monde qui est extrêmement incertain. Pourquoi réducteur d'incertitude ? Qui est de plus en plus incertain. Qui est de plus en plus incertain. Donc pour pouvoir, si vous voulez, agir dans ce monde complexe, avec des menaces très fragmentées, des groupes très divers, des associations qu'on ne connaissait pas il y a quelques années, entre des narcotrafiquants, des groupes terroristes, le renseignement vous permet d'avoir un coup d'avance et donc d'essayer d'anticiper et de frapper avant d'être frappé ou de savoir un petit peu quelle va être la manœuvre de l'adversaire. Donc le fait que tout ça remonte au niveau du président, ça me paraît de bon ton et je pense que le jour où les socialistes reviendront au pouvoir, ils seront ravis que leur président de la République ait ce dispositif entre leurs mains. Mais en 2001, après le 11 septembre, on disait les Américains ont trop utilisé les grandes oreilles, les surveillances par les satellites, etc. Pas assez le terrain. Nous, en France, on est meilleurs. On n'était pas si bon que ça s'il y a besoin de doubler le budget aujourd'hui. Je crois réellement que la France est reconnue pour avoir des systèmes de renseignement efficaces, notamment parce qu'on a du bon renseignement humain, à la fois par tradition et aussi parce qu'on n'avait pas suffisamment d'argent pour surinvestir le satellitaire, par exemple. Donc, et puis il y a des traditions, donc c'est vrai que ça marche bien. On avait donné beaucoup de renseignements aux Américains avant le 11 septembre sur ce qui allait se passer. Ce qui a manqué aux Américains, c'est le fait effectivement d'avoir trop investi la technologie, pas assez les hommes, et d'avoir aussi manqué de coordination. Avoir du renseignement, c'est très bien, mais si vous en avez trop et vous n'arrivez pas à le recouper, c'est le même problème pour les journalistes. Vous avez trop d'infos, vous n'arrivez pas à les recouper, vous n'arrivez pas à comprendre quelle est l'intelligence de toute l'information que vous avez ramassée, ça ne vous sert à rien d'avoir des paquets de notes de choses qui remontent. Donc le fait de renforcer la coordination, c'est un élément important. Doubler le budget, c'est ce qu'annonçait Nicolas Sarkozy. Vous me disiez, je vous ai posé la question, je n'avais pas le chiffre, le budget total de la défense, c'est 35 milliards d'euros au total. Donc 700 millions. Compris, hein, il y a dedans les pensions, etc. Donc 700 millions, c'est pas énorme, et en même temps, il double. Alors, oui, c'est ça ce qu'il faut retenir. Voilà, je crois que c'est important, même si, vous le soulignez implicitement, il y a un peu une volonté d'affichage sur une fonction nouvelle qu'on sort un peu du lot, parce que les 4 autres fonctions étaient déjà dans le livre blanc de 94, mais la fonction renseignement, en fait, elle irrigue toutes les missions, toutes les autres missions. Vous ne pouvez pas faire de la prévention sans renseignement, vous ne pouvez pas faire de projection sans renseignement, vous ne pouvez pas faire de dissuasion nucléaire sans savoir que tel pays proliférant en matière nucléaire est en train de mettre ses batteries de missiles en route. Donc en fait, le renseignement irrigue tout, mais là, il y a une volonté d'affichage pour, je dirais, sortir une nouveauté, puis en même temps, c'est vrai que c'est important aujourd'hui. L'exemple à suivre, on le voyait en début de sujet de Benoît Chaumont, c'est ce qui s'est passé pour les otages du Ponant.
Là, il y a du renseignement qui intervient pour pouvoir se projeter sur le terrain? Ah oui, et puis vous avez du renseignement à tous les niveaux, parce que vous avez les satellites qui permettent de suivre la voiture et même de lire la plaque d'immatriculation, puisqu'il y a une résolution qui est très fine. Mais vous avez aussi du renseignement, ça a été dit, vous avez des plongeurs, des commandos Uber, qui se sont approchés du Ponant alors qu'il était encore piraté et qui, avec différents systèmes, si vous voulez, arrivent à savoir ce qui se passe à l'intérieur. Vous avez des détecteurs de chaleur aussi qui permettent de savoir combien de personnel se trouve à l'intérieur. Et c'est l'implémentation, enfin le recueil de tout, le croisement de tous ces renseignements qui permet pour ceux qui vont agir, qui vont intervenir, de le faire avec une sûreté plus grande et une chance d'efficacité plus importante. Alors on est en direct avec Louis Caprioli, ancien directeur de la lutte antiterroriste à la DST. Merci d'accepter de répondre à nos questions. J'aimerais qu'on revienne sur cette création d'un Conseil national du renseignement sous l'autorité du président. Vous pensez que c'est une bonne idée ? Oui, c'est une excellente idée. Moi, je pense que le politique prend enfin conscience, publiquement, ouvertement, de l'importance du renseignement dans les missions aussi bien des armées que des missions des services de sécurité, de renseignement et des services de police. Parce que ça concernera non seulement, bien sûr, les armées, mais ça va concerner tout le spectre de la lutte anti-drogue, la cybercriminalité, la cyberguerre, le cyberterrorisme, la lutte contre les terroristes. Donc tout ça, c'est une décision importante et j'allais dire indispensable pour pouvoir répondre à ces défis. C'est-à-dire, vous étiez, vous, à la DST. À l'époque, comment ça se passait à qui vous référiez des informations que vous aviez déjà au président, j'imagine, quand même? Mais bien sûr, si vous voulez, je crois que contrairement aux critiques qui peuvent être faites, déjà, le président de la République était destinataire de toutes les notes qui étaient faites, qui méritaient d'être adressées à la présidence. Mais il y avait les services du ministère de l'Intérieur, le secrétariat général de la Défense nationale, le ministère de la Défense avec les différents services de sécurité et de renseignement, le ministère des Finances quand c'était nécessaire, et bien sûr, la présidence de la République. Donc, si vous voulez, il faut pas abreuver d'informations sans aucun intérêt la présidence de la République. Donc il est nécessaire d'avoir des analystes compétents, fiables, fins, pour pouvoir apporter, j'allais dire, une information, non pas une information, mais un renseignement qui puisse être exploitable sur le plan stratégique. C'est un ambassadeur, je crois, qui est nommé à ce poste. C'est logique que ce soit un diplomate ? C'est logique. Alors vous avez actuellement à la tête de la DGSE un diplomate. Monsieur Bajolet a connu des périodes difficiles puisqu'il a été en poste en Irak, il a été en poste en Syrie, il a été en poste en Algérie. Et je crois qu'il a une connaissance. Il a été engagé dans la libération des otages, des journalistes qui ont été faits prisonniers en Irak. Et je pense que la mission de renseignement, il en a parfaitement conscience qu'elle est importante et il peut apporter, j'allais dire, ce qu'ont les diplomates, un œil extérieur, un esprit critique. Merci beaucoup Louis Caprioli, l'ancien directeur de la lutte antiterroriste à la DST. Pierre Servan, vous disiez tout à l'heure les menaces ont changé, sont devenues de plus en plus complexes. Ça veut dire qu'il n'y avait pas le choix, ça devenait vital de donner plus de moyens et d'ailleurs, c'est l'autre partie de la question, quels moyens supplémentaires au renseignement ? Oui, il était temps quand même d'essayer de se pencher intellectuellement, entre guillemets, sur les nouvelles menaces. Le dernier livre blanc datait de 1994. Il était assez astucieux, il avait vu beaucoup de choses. C'était quelques années après la chute du mur de Berlin. Rappelez-vous, 96, professionnalisation des armées. Il faut le dire, il y a eu une bonne anticipation sur l'évolution de l'outil militaire français. Il y avait la conscription à l'époque, même si je regrette qu'il n'y ait pas eu un service civique pour les jeunes filles et les jeunes garçons. Mais ça, c'est un autre problème. Le fait d'avoir professionnalisé... Garder ce sentiment d'être français, voilà, qui s'est peut-être un peu dilué. Oui, parfois. On a bien vu dans la dernière campagne présidentielle que ça ressortait. Bon, enfin, c'est un autre souci. Mais disons que sur le caractère pertinent de l'outil militaire, le fait d'avoir professionnalisé en 96 était déjà une bonne préparation par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des menaces complexes, indirectes, du terrorisme, les guerres asymétriques, c'est ce qui se passe en Irak, en Afghanistan, ou ce qui s'est passé au sud Liban, c'est-à-dire que vous avez beau être très fort sur le plan militaire, avec des satellites, un matériel extraordinaire, des petits groupes de commandos avec des attentats suicides, avec des attentats à la bombe piégée sur le bord de la route, arrivent, si vous voulez, à renverser un peu le rapport de force, les cyberattaques, les problèmes également, encore une fois, de connexion entre des narcotrafiquants et des groupes terroristes, tout ça font apparaître des menaces nouvelles, et donc il fallait à la fois réfléchir, analyser, voir après derrière quelles fonctions privilégier.
notamment le renseignement. Et puis deuxièmement, il y avait une deuxième contrainte très forte, c'est que ça fait des années qu'on repousse une espèce de bulle budgétaire sur le matériel militaire. On étire l'utilisation de matériels qui sont beaucoup plus vieux. Les avions sont plus vieux que leurs pilotes, par exemple. Bon, ainsi de suite. Oui, la moitié des hélicoptères volent pas. Voilà, donc là honnêtement, c'est vrai qu'il y a des difficultés. Et la France, c'est un pays qui est très sollicité à l'international parce que, honnêtement, en Europe, vous avez deux puissances militaires, les Britanniques et nous, il n'y a pas photo. Donc là, il était normal de s'y mettre et d'essayer de régler ce problème budgétaire pour que les militaires sur le terrain aient le matériel le plus performant et une cohérence opérationnelle, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un manque de bateaux ou d'avions ou de véhicules pour l'armée de terre, qui est l'ensemble dans la main du politique qui est le responsable de tout ça. Merci beaucoup. Constat donc plutôt positif face à ce livre blanc de la défense. On va marquer une petite pause. Ensuite, vous saurez tout de l'actu télé du jour et du soir. Que faire si vous n'aimez pas le foot, par exemple ?